Nous sommes le 15 août. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal de 15 heures, les titres de l'actualité. Clôture d'un atelier national sur la restauration des terres et la résilience climatique. En nouvelles du monde, cette escalade sanglante à Gaza, l'occupation Israël bombarde Khan Younes avec des destructions de maisons. C'était les titres. Voici donc le développement de ce journal et nous entamons ce journal par la 4e édition de la journée citoyenne de la jeunesse. Ces activités se sont poursuivies ce week-end dans la région d'Arta, un événement annuel organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en étroite collaboration avec la police nationale. En effet, la journée d'aujourd'hui a permis à ces jeunes de découvrir le refuge des camps de Douda dans la sous-préfecture de Demirjouk dans la région d'Arta. À leur arrivée au refuge, les jeunes accompagnés de leurs encadreurs ont été chaleureusement accueillis par le sous-préfet de Demirjouk, Abdi Hassan, le responsable du refuge, Bertrand Lafrance et son équipe. Durant cette visite, le vétérinaire responsable du refuge a fourni des informations aux jeunes qui ont eu la chance de découvrir certains animaux domestiques, mais aussi, surtout, la présence de quelques espèces animales sauvages prises en charge, soignées et protégées au sein du refuge. Ces journées sont conçues pour sensibiliser les jeunes à des thématiques importantes et les impliquer dans les activités de découverte et d'engagement. Et à l'issue de cette visite, nous avons donc pu recueillir pour vous ces quelques réactions. Bonjour, je m'appelle Darsan Gilani Moussa et je viens de la sous-région de Demirjouk. Aujourd'hui, on est venu au refuge des camps pour visiter les animaux et c'est vraiment exceptionnel et intéressant de voir des animaux tels que le guépard, certaines espèces de singes. Et on est vraiment content de venir ici et on remercie le ministère de la Jeunesse et de la Culture de nous avoir offert cette opportunité. Moi, ce que je ressens, déjà, c'est une classe d'âge qu'on n'a pas souvent au refuge. Souvent, on nous amène les tout petits. Donc c'est plus difficile de faire passer des messages. Mais là, on sent qu'ils sont intéressés par des choses réelles, vraies, qui demandent de la réflexion. Parce que ce qui nous manque, c'est une vraie réflexion sur les causes de la dégradation de l'environnement à Djibouti, qui ne sont pas des causes inévitables. On peut s'attaquer aux causes et puis rectifier le tir. Si au refuge, au départ, il a été conçu pour protéger les animaux sauvages victimes des trafics, maintenant, ça s'inverse complètement sur la flore. Et on a un espace floral unique avec une forêt parfaitement intacte où des espèces végétales se côtoient parce qu'elles n'ont pas été dégradées par les troupeaux. Donc c'est important que les jeunes comprennent ça parce que quand on ne vous l'explique pas, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le deviner juste en regardant la nature comme ça. Il faut quelqu'un qui vous ouvre les yeux. Donc ça c'est fondamental d'ouvrir les yeux des jeunes sur les problématiques environnementales. Voilà, c'est ce que m'apporte une journée comme ça et ça fait du bien. Poursuivant ces activités, les jeunes ont pu participer à plusieurs ateliers sous le thème général Journée citoyenne et éco-responsabilité des jeunes. Ces ateliers avaient pour objectif notamment de fournir des informations précises et fondées sur la science concernant les risques et les conséquences de la consommation de drogue. Éduquer sur le droit et le respect et de sensibiliser également au consentement, au respect mutuel, aux relations saines et égalitaires. De montrer également l'impact positif que peut avoir le bénévolat sur la communauté et le développement personnel. De leur faire également prendre conscience des enjeux écologiques et l'impact de leur action quotidienne sur leur environnement.
Madine Ahmed Oudoum, je viens du CDC de Tajoura, la ville blanche. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de participer à un atelier et spécifiquement participer à un atelier de volontariat. Donc on a vu différents types de volontariat, c'était très intéressant. Je vous le disais dans le titre, clôture d'un atelier de formation visant à renforcer les connaissances et la collaboration autour d'enjeux de la restauration des terres et la résilience climatique. Un atelier de 4 jours s'est clôturé, organisé par le ministère de l'Environnement en collaboration avec le Centre de recherche forestière international et le Centre international de recherche en agroforesterie. Cette formation s'inscrit dans une dynamique collective nationale pour soutenir l'initiative de la Grande Muraille Verte, un projet panafricain visant à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Tout en créant des opportunités économiques durables pour les communautés locales. Durant ces 4 jours, les participants ont pu approfondir leurs compétences et partager leur expérience. Enrichissant avec les participants, on a compris l'engagement de tout un chacun d'eux par rapport à la mise en œuvre de cette initiative et je pense que c'est cela le plus important et c'est cela qui nous permettrait d'atteindre les objectifs de la GMV. Pour ma part, je n'ai que des mots de remerciement à l'encontre des autorités locales, à l'encontre des membres du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Agriculture, à l'encontre de la FAO qui a participé activement à l'organisation et à l'animation des différentes sessions. Nous sommes très heureux de ces 3 jours-là. Nous sommes très heureux de ce que nous avons eu comme échange avec les différents participants et nous espérons que ceci n'est qu'un début dans le renforcement de la collaboration avec les différents acteurs de la GMV dans le pays. Et pour plus ample explication sur cet atelier de formation, nous vous présentons donc de proposer de suivre cette intervention de représentants du FAO. Programme K4GGAA, la FAO est fière de mettre à disposition son expertise. Nous savons que la restauration réussie repose sur des approches intégrées, scientifiques éprouvées et adaptées au contexte local. Nous avons démontré dans plusieurs pays sahéliens que des pratiques telles que l'agroforesterie, la régénération naturelle assistée, la gestion durable des sols et de l'eau, ou encore l'introduction d'espèces résistantes à la sécheresse, permettent non seulement de reverdir les terres, mais aussi de générer des revenus, d'améliorer les conditions de vie et de raviver l'espoir. Régénération naturelle, il y a beaucoup de possibilités, vous en savez plus que moi. Tout ce qui est mangrove, tout ce qui est plantation, vous avez des espèces qui sont adaptées aux conditions djiboutiennes. Je prends par exemple le cactus, qui a beaucoup de potentialités, fixer les sols, améliorer la qualité des terres, produire des plaquettes pour l'alimentation animale, produire des fruits pour l'alimentation humaine. Je sais qu'on n'est pas très habitué à la consommation des fruits de cactus, mais ça va venir. Et dans le prochain futur, pourquoi pas, après 4 ans, 5 ans d'installation, commencer à produire et transformer en confiture. Ça, c'est des possibilités. Mais le cactus, on ne doit pas le négliger. On a des exemples dans beaucoup de pays arides, pays désertiques, où c'est fondamental la production de cactus. Vous avez des espèces en voie de disparition, donc tout ce qui est perte de la biodiversité. Je crois que ce grand programme de la Grande Muraille Verte est une opportunité pour relancer certaines des espèces qui sont en voie de disparition. La FAO investit aussi dans la formation, la technologie et la promotion des bonnes pratiques. Collecte d'eau de pluie, essentielle pour améliorer la productivité tout en préservant les ressources. Cependant, la technique seule ne suffit pas. Le succès de la Grande Muraille Verte repose sur des institutions solides, une coordination efficace, une volonté politique. Je crois que nous sommes tous là pour travailler de façon intégrée, de façon coordonnée. Quant au secrétaire général du ministère de l'Environnement, il n'a pas manqué de réaffirmer l'engagement à promouvoir des solutions fondées sur la nature afin de répondre aux défis liés au changement climatique. Des formations du programme Connaissance pour l'action de la Grande Muraille Verte, organisé en partenariat avec les CIFOR et ICRAF, avec l'appui financier de l'Union européenne, vient de conclure.
conclure ces travaux après 4 jours d'échanges fructueux. Les différentes interventions des personnes ressources, tant internationales que nationales, ont permis à l'ensemble des parties prenantes et surtout des participants de découvrir pour certains et de mieux connaître pour d'autres la structure, les priorités stratégiques, les catégories de financement et les procédures du programme Connaissance pour l'action de la Grande Muravette. Vous avez pu apprécier l'importance de ces partenariats pour l'amélioration de la gestion environnementale en République de Djibouti. C'est donc avec un plaisir renouvelé que j'ai l'honneur de procéder à la clôture de cet atelier. Au cours de ces 4 jours, nous avons collectivement franchi des étapes importantes. Nous avons également eu l'opportunité d'échanger sur des pratiques éprouvées telles que l'agroforesterie, la régénération naturelle assistée et la gestion intégrée des ressources en eau. Un point qui est crucial. Tant qu'on a de l'eau, on aura tout développement qui va accompagner. Ces approches adoptées à notre contexte national constituent des leviers essentiels pour restaurer les terres dégradées, améliorer la productivité des écosystèmes et renforcer la résilience de nos communautés et surtout des communautés rurales. Enfin, cet atelier a permis l'élaboration concertée d'un plan de travail national en parfaite adéquation avec nos priorités nationales et les ambitions régionales de la Grande Muravette. Également dans l'actualité, il y a cette célébration du 79e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. L'événement a réuni plusieurs personnes, parmi lesquelles des représentants de l'ambassade de l'Inde, leurs familles, des membres de la communauté indienne, des amis de l'Inde à Djibouti. La célébration a commencé par un hissage du drapeau national de l'Inde. Ensuite, l'ambassadeur a lu le message du président de l'Inde à la nation, aux Indiens du monde entier, à cette occasion, soulignant la transition réussie de l'Inde vers la démocratie, reflétant la suprématie de la Constitution et plaçant la démocratie au-dessus de tout le reste et la poursuite du chemin vers le développement d'une nation d'ici 2047 et élaborer divers aspects, notamment la lutte pour la liberté, la croissance économique inclusive, l'autonomisation des femmes, l'intelligence artificielle, faciliter de faire face également à la promotion des produits indiens, la réduction de la pauvreté, le développement des infrastructures, la liaison ferroviaire dans la vallée du Cachemire pour stimuler le tourisme, l'urbanisation, l'accès à l'eau potable pour les ménages ruraux, la priorité donnée également au secteur de la santé, le progrès numérique, la protection de l'environnement, le récent voyage de l'Indien dans l'espace, garantissant ainsi une prestation sociale qui parvienne aux bénéficiaires visés sans problème ni fuite. Le président de la Fédération djiboutienne de foot et conseiller exécutif de la FIFA, Suleiman Hassan Ouabari, s'est rendu hier après-midi au PK23, accompagné du vice-président Mouhiedine, du secrétaire général Mahdi Moumine, ainsi que du chef de la sécurité de la Fédération djiboutienne de foot, M. Hussein Barré, afin d'encourager l'équipe nationale senior A d'évaluer le travail des nouveaux entraîneurs, de présenter également un nouvel outil GPS destiné au suivi des performances des joueurs. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation de la suite des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. De joueurs évoluant dans le championnat local. Donc voilà, l'objectif c'est de travailler, de préparer au mieux les joueurs tactiquement, surtout de trouver une base défensive solide pour pouvoir essayer d'être performant, de poser des problèmes à l'adversaire et puis d'être compétitif voilà, dès la prochaine date FIFA lors de nos 2 rencontres contre le Burkina Faso et contre la Guinée-Bissau. Ouais, bah ça c'est je pense une ambition collective, c'est pas que la mienne et c'est aussi l'ambition du président. Bien sûr, moi je connais qu'une seule recette, c'est le travail d'abord. Sans travail on n'y arrive pas, c'est bien identifier les joueurs locaux. Moi j'ai pas peur de dire que pour être passé aussi par la Mauritanie, il y a des jeunes joueurs de qualité. On a beaucoup regardé le Burkina Faso, on a regardé aussi la Guinée-Bissau. Voilà, c'est un adversaire de qualité. On a regardé le match aller, qui s'était soldé par un score de 4-1, je crois.
Dans le cadre de la lutte contre la violence basée sur le genre, l'association Talosan a procédé à la remise officielle de certificats de formation aux jeunes récemment désignés comme points focaux dans les quartiers de Djibouti-Ville et de Balbala. Et ce, afin de renforcer l'engagement communautaire des jeunes dans la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que les mutilations génitales féminines. Désormais, ces points focaux joueront un rôle clé tant que relais et en organisant régulièrement des séances de sensibilisation auprès des communautés afin de promouvoir une société inclusive, solidaire et respectueuse des droits humains. La cérémonie de remise de certificats de formation a été animée par Zahra Ali, qui est à la fois la fondatrice et présidente de l'association. À travers cette démarche, l'association Talosan réaffirme son engagement à travailler avec la jeunesse. Depuis son arrivée à la tête de la brigade des mœurs et des stupéfiants, le capitaine Youssouf Hassan a fait la guerre aux stupéfiants sa priorité absolue en adoptant une stratégie centrée sur la répression forte en multipliant des opérations qui ont permis de déstabiliser les leaders. La brigade des mœurs et des stupéfiants frappe fort contre le trafic des stupéfiants. En effet, dans la soirée du 10 août 2025, le secteur de Balbala 10, Sabienne, a été le théâtre d'une opération spectaculaire menée par la brigade des mœurs et des stupéfiants sous la direction de la sécurité publique. Agissant sur la base d'informations fiables et précises, les forces de l'ordre ont frappé au cœur d'un réseau actif appelant les 4 individus en interpellant 4 individus en flagrant délit lors d'une transaction de produits de stupéfiants. L'intervention rapide et parfaitement coordonnée a permis la saisie de 111 tasses de cannabis conditionné, soit près de 40 kg, ainsi que des téléphones portables appartenant aux trafiquants. Présentés sans délai au procureur de la République, les suspects ont été placés sans mandat de dépôt pour trafic de stupéfiants. D'autres individus impliqués dans ce réseau de trafic de drogue seront également appréhendés et traduits devant la justice. Nous allons cette fois parler du temps et du vent violent qui frappent la capitale et ses périphériques. En effet, hier soir, des précipitations intermittentes affectant plusieurs secteurs tels que le Héran, certains quartiers du centre-ville ainsi que des zones de Balbala 12, PK13. Ces averses ont été précédées de fortes rafales de vent. Selon l'Agence nationale de la météorologie, le vent de secteur nord-ouest a soufflé à des vitesses comprises entre 63 et 72 km/h. L'agence précise également que d'autres régions du pays ont été concernées comme le Daï, où l'on a relevé 5 mm de précipitations dues à un amas nuageux en provenance du nord du pays. Des risques de nouvelles averses demeurent, notamment pour la capitale et les autres régions de l'intérieur. Et de là, nous passons à l'actualité africaine, régionale et internationale. L'équipe marocaine des locaux a enflammé hier soir lors du championnat d'Afrique des Nations en s'imposant brillamment face à la Zambie sur le score de 3-1 dans un match palpitant pour le groupe A. Dans l'autre match de la soirée, l'Angola et la République démocratique du Congo se sont livrés à un duel intense, riche en occasions de part et d'autre, offrant au public un spectacle alléchant. L'ambiance dans les tribunes et sur le terrain témoignait de l'ardeur des compétitions, confirmant que cette édition de la CAN réserve encore de nombreuses émotions et surprises. L'Union africaine réaffirme son soutien au Soudan du Sud pour une paix durable et des élections réussies.
Dans un communiqué de presse, la délégation a souligné l'importance d'achever les tâches restantes de l'accord de paix, revitaliser également le travail lors d'un cessez-le-feu permanent et protéger les civils ainsi que les travailleurs humanitaires. Le communiqué précise que cette mission de terrain illustre la solidarité de l'Union africaine avec le peuple du Soudan du Sud et vise à encourager les parties prenantes à mettre fin au conflit et à assurer également une réussite de la transition. Et pour clore ce journal, nous allons parler de cette escalade de violence à Khan Younes. Aujourd'hui, vendredi, l'occupation israélienne a mené des raids violents aériens sur la ville de Gaza, accompagnés de tirs d'artillerie et de destruction de maisons à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. À Khan Younes, une série de raids israéliens a visé des bâtiments du centre-ville ainsi que la cité résidentielle de Hamad. Le quartier de Zeytoun subit depuis 4 jours une offensive militaire ayant provoqué des massacres de déplacements forcés de milliers d'habitants, tandis que l'occupation menace d'une invasion totale du reste de la bande de Gaza. Cette escalade survient après l'approbation par le cabinet sécuritaire restreint israélien du plan du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou visant à recouper complètement la bande de Gaza. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.